mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris aujourd'hui, dans cette magnifique capitale, pour parler d'un très beau sujet qui va profondément nous toucher le cœur, je le sens d'ores et déjà. Je suis avec Richard Cummings, qui est québécois, et vous avez fait un parcours absolument fantastique. Vous avez accompagné votre fils jusqu'à la mort, jusqu'à sa transition. Et on va parler de ça aujourd'hui. C'est pas un sujet qui est facile, mais c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et alors, petite synchronicité ou grande synchronicité, grand moment, on se retrouve ici à Saint-Michel. J'avais même pas percuté, moi on se retrouve à Saint-Michel. Non, c'était pas prévu. Devant Notre-Dame, parlez-nous de tous ces petits symboles en fait. Tout à fait. Alors, Michael, mon fils, c'est à la fois le nom du livre, mais c'est vraiment Michael, mon fils. Et 2 ans avant sa naissance, mon épouse et moi, Maryse, étions très branchés sur l'archétype de Saint-Michel. Elle avait même, en tant qu'architecte, fait le design d'une maison adaptée pour enfants handicapés qui a été baptisée Maison Michael. Et c'était 2 ans avant même l'arrivée dans ce monde de Michael, notre fils. Et voilà, quand on s'est donné rendez-vous, pas par hasard, mais par synchronicité, juste à quelques mètres de notre rencontre, je dis tiens, elle a fait exprès les loups pour donner rencontre ici à la fontaine de Saint-Michel. Et puis là, on est cadré derrière, en arrière-plan avec Notre-Dame, puisque mon fils, qui a eu plusieurs passions intenses dans sa très intense mais courte vie, à 9 ans, il voulait être chanteur. Il faut placer le topo, hein. 9 ans, il faisait bien habillé, à peine 7 kilos, donc toujours grabataire, toujours couché. Il avait une maladie neuromusculaire dégénérative. Mais ça, c'est que le handicap physique. Cet enfant, dans la tête, n'avait aucune fausse limite. Alors, quand il pensait à un projet, il y allait. Et donc, à 9 ans, il voulait être chanteur. Et à l'époque, on se place autour des années 1999, la grande fureur, c'était l'opéra Notre-Dame de Paris, hein, l'opéra rock, la comédie musicale. Et notre Michael, bien qu'il passait 12 heures par jour branché sur un respirateur, ben, il n'y en a pas de problème, ça me laisse 12 heures pour chanter. Il avait donc mémorisé tout le tour de chant de Notre-Dame de Paris et en a fait un disque compact en incluant une chanson de sa copine Isabelle Boulay. Donc voilà, on entre déjà au cœur du sujet, mais Michael, mon fils, était pour moi, oui, l'accompagnement d'un enfant qui était gravement handicapé au plan physique, surdoué au plan mental et surtout, vous voyez le geste, un ouvreur de cœur, quelqu'un qui m'a permis de bien comprendre ce que la vie m'apportait par le truchement d'une de mes occupations professionnelles. Vous savez, j'étais un peu comme vous, hein? C'est ça. Ce que j'ai lu et ce qui est fantastique, c'est que vous aviez fait toutes ces interviews déjà, vous aviez parlé à toutes ces personnes-là, vous aviez acquis une certaine sagesse, et là, c'est véritablement le moment de l'appliquer. Exact. Quel challenge! J'étais présentateur à la radio de Radio-Canada. J'interviewais chaque semaine, j'avais des invités qui parlaient de sagesse, qui parlaient de philosophie, de psychologie, développement personnel. Mais moi, mon laboratoire d'application, ça a été avec, au tout départ, mon premier enfant, Michael, et ensuite Isabelle et Nicolas. Mais Michael, c'est l'ouvreur de chemin, c'est l'ouvreur de cœur. Alors, si un invité me parlait de la notion que le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est de la vie, Dieu sait combien j'avais appris que le temps, et c'est toujours la même conscience, maintenant le temps c'est de la vie. En ce moment, on passe de la vie ensemble avec ceux et celles qui nous écoutent, nous regardent. Et ça, c'est viscéralement ancré dans ma conscience d'être. À chaque moment, c'est le temps de... Vous parlez de co-création, c'est le temps de créer de l'harmonie, de faire une différence dans la vie des gens, d'amener un bouquet de fleurs chez des amis, une petite carte de souhait, un sourire. Oh, magnifique, merci pour cette belle carte. Donc ça c'est vraiment un apprentissage de cet apprentissage. D'autres invités me parlaient de la conscience du moment présent. Ça a l'air très conceptuel, un peu New Age. Parfois, il y en a qui nous parlent de ça avec des accents allemands. Vous savez, Eckhart Tolle. Mais pour moi, l'infini du moment présent, je l'ai vécu en caressant la tête blonde d'un enfant aux yeux bleus. À chaque moment, ça peut être le moment de saisir l'occasion de se rendre compte que hey, la vie, c'est ce qu'on en fait. Oui. La vie, c'est ce qui passe à travers nous et qu'on transforme en mieux.
Même si parfois la vie nous offre des cadeaux mal emballés comme Michael au départ, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, c'était ça ma question, c'est comment ça s'est passé par rapport à ce cadeau un petit peu empoisonné, si on peut dire quelque part. Il y avait quelque chose, vous étiez aigri, vous étiez quoi au début, comment vous avez réussi à retourner les choses? C'est vraiment lui qui vous a amené ça en fait. Comment ça s'est passé? Pour dire cela, plaçons la scène si vous voulez un peu, hein, juste pour remettre les gens dans l'histoire. Qui a commencé donc par une naissance à domicile. Maryse, ma femme et moi étions au Québec on dit naturaux, grano, vous savez, écolo. Tout devait se passer de façon naturelle, donc conception à domicile, naissance à domicile, forcément. Et tout allait bien à la naissance, mais au 3e jour, on se rend compte qu'il y a un pépin. Il doit être hospitalisé d'urgence. Je vous épargne les détails, mais il subit une première opération chirurgicale pour réparer un problème abdominal, l'intestin était bloqué. Bon, et du coup, en ouvrant l'abdomen, on se voit qu'il a tous les organes internes à l'envers. Alors le foie, lui, c'est de l'autre côté. La rate, il y en avait 4. Et le cœur était surdimensionné, ça c'est une belle métaphore déjà. Il avait un cœur très grand, mais avec un problème de communication qui a nécessité une seconde opération. Celle-ci a une opération à cœur ouvert, à 30 jours de vie. Alors du coup, ces parents naturaux, grano que nous étions, sommes passés d'une naissance à domicile à 7 semaines aux soins intensifs. Quand il a eu son congé à l'hôpital, il a bien récupéré des 2 opérations. On s'est dit, bon ben voilà, nous on a été traînés à la dure comme parents, mais ça va, hein, c'est fini. Pas tout à fait. Sur le parcours d'une année et demie suivant cette sortie d'hôpital, on a bien vu qu'il n'avait pas le tonus musculaire. On a fait des tests neurologiques. Un jour, un diagnostic nous est donné. Le nom de la bête, le nom de la maladie s'appelle amyotrophie spinale. Je résume, on y va. Et l'amyotrophie spinale veut simplement dire que cet enfant n'était pas doté des grandes masses musculaires. Et les muscles qu'il avait à la naissance allaient être en phase de dégénérescence. Ce qui veut dire que ça fait un enfant tout petit. À son décès, pour visualiser les choses, à l'âge de presque 12 ans, il faisait 10 kg 600. Donc, quand le diagnostic tombe, d'un côté, ça rassure des parents, vous savez. On sait c'est quoi le nom de cette chose. C'est quand 2 mois plus tard, après une pneumonie carabinée, on nous donne le pronostic. Le diagnostic, c'est un peu l'étiquette. Hein? Vous savez, le pronostic, c'est quelles sont les conséquences dans le temps de cette maladie. Et le pronostic, c'est de nous dire, vous savez, on n'est pas sûr que votre enfant va passer l'hiver. Ça, si je revis le moment, c'est un peu comme la relation de confiance avec la vie qui vient de se couper. Hein. Ça se peut pas perdre son enfant. Les enfants partent après les parents. C'est des chapes de plomb qui se ferment. Ça fait tellement mal qu'on ne ressent rien, en fait. Et d'une certaine façon, la vie est bien faite. Puisque l'engourdissement que j'ai ressenti m'empêchait de sentir cette souffrance à fond. Ça, c'était le premier moment du choc. Le choc du pronostic, le choc de la courte espérance de vie. Le lendemain de cette annonce morbide, cette chronique d'une mort annoncée, tout en moi s'est mobilisé pour faire en sorte qu'il vive, qu'il survive. Et ça a été le parcours, je raconte ça dans le livre, hein, c'est un parcours de père héroïque, entre guillemets, vous savez, il y a plusieurs figures à la figure du héros. Moi, c'est l'incarné dans le rôle d'un père soignant, d'un père traitant. Et pendant plus de 39 mois, j'ai hospitalisé Michael à domicile. Il faut préciser que les problèmes de cette amyotrophie spinale, c'est que respirer, par exemple, vous respirez. Moi, on respire librement. Hein. La plupart de ceux et celles qui nous écoutent ont la même aisance. Michael, vu qu'il n'a pas les muscles, respirer est un problème. Une toux peut être fatale, puisque les sécrétions engendrées par la toux ne sont pas dégagées. Elles s'accumulent, deviennent pneumonie, risque de mort. Alors c'était ce combat pendant 39 mois pour guérir, régler ses problèmes respiratoires. Sa chambre était une chambre d'hôpital, sa chambre à domicile. Hein, je l'ai hospitalisé à domicile. Il y avait 5 appareils respiratoires au fort d'une crise. Donc, pour vaincre l'engourdissement et la souffrance du choc et de l'annonce de cette mort annoncée, j'ai tout fait pour vaincre ce sentiment d'impuissance. C'est ça, en fait.
Ça a marché. J'étais pas seul, mais la grâce et la surinvestissement dans les soins ont fait en sorte que Michael a non seulement survécu à cet hiver fatidique, mais il a vécu 10 ans de plus. Et lui, dans sa petite tête d'enfant, dans son grand cœur, un oui, s'il vous plaît. Parce que Michael, je vous disais, ça c'est l'aspect médical et physique. Ce même être, à 2 ans et demi, parce que moi j'avais pas eu d'enfant dans ma vie. Oui. J'avais jamais C'était le premier. Ouais. J'avais jamais changé des couches. J'en ai changé pendant 12 ans. Et j'avais jamais tenu un enfant. J'étais le dernier de famille. Je savais pas c'était quoi un bébé. Il y a du bon à ça. Je vous explique. J'ai jamais parlé bébé à mes enfants. Oui. C'est un corps de bébé. Pour moi, il y a une conscience qui n'a pas d'âge. Donc je lui parlais comme s'il était intelligent, même s'il avait 6 mois. Je lui parlais avec des phrases simples au début, plus tard complexes. Dans l'entourage, on disait, ben non Richard, il comprend pas ce que tu dis, c'est un bébé. Ben ouais, à 2 ans, il faisait des phrases complètes et complexes. Donc je viens à ce punch. À 2 ans et demi, il regarde sa mère. Maman, je suis petit dans mon corps, mais je suis grand dans ma tête. 2 ans et demi. Alors quand vous entendez ça sortir, vous voyez bien qu'il y a une conscience qui n'est pas limitée par ce corps physique. La vie, chez lui, elle était dense, elle était intense. J'ai dit de Michael, c'était toujours un ultra-vivant, ça a été une école de vie. Et c'est peut-être là que je peux peut-être faire une passerelle, si vous permettez, puisqu'on est sur un pont, une passerelle de communication. Combien de fois et combien de temps avec la vie qui s'allonge, les années s'encroutent en nous, des petites peurs, des fausses limites. On se dit, ben, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je peux pas. J'aimerais ça faire comme les loups, mais j'ose pas. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça, c'est des petites peurs au quotidien. Ce que j'appelle les fausses limites. Eh bien, Michael, lui, il n'en avait aucune de ces fausses limites. Les vraies limites, il connaissait. Elles étaient physiques, respiratoires, danger. Il ne peut pas marcher, n'a jamais marché. C'est pas un problème, il fait marcher tout le monde. Capacité de s'exprimer. La langue, le langage, c'est pas qu'un moyen de communication. C'est une façon d'entrer en relation profonde. Quand le préposé aux soins rentre dans la chambre de Michael, c'est « Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as mangé hier? » Moi, j'ai appris ça de lui. Hein. Quand je rentre dans le train, la gare du SNCF ou le métro, je vois la préposée, la mine grise. Et je prends un moment, je centre une intention dans mon cœur et j'arrive vers elle. « Comment allez-vous? » Du coup, elle pense que je la drague. La seconde d'après, elle se rend compte que c'est par pur intérêt d'entrer en contact avec l'être humain qu'elle est. Tout à coup, il y a un sourire qui monte, une lumière. Elle a été vue, elle a été reconnue comme être humain. C'est ça, une des leçons de vie d'avoir vécu avec Michael. Il apprenait à entrer en relation avec tout être, à chaque moment dans sa vie. Là, je suis parti, arrêtez-moi. Non, c'est génial. Je veux absolument pas vous arrêter, au contraire, je veux aller encore plus profondément dans le sujet parce que c'est magnifique. Donc à travers son regard, à travers son sourire, à travers sa présence, rien que sa présence, il illuminait la pièce. Il changeait des personnes. Il touchait. Un ouvreur de cœur. Le cœur, c'est pas la sentimentalité. Vous savez, hein? Le cœur, c'est le centre. Aller au cœur, c'est aller au centre des gens. C'est aller directement à l'essentiel. C'est ça la clé de ma vie avec lui, et aussi, je crois l'avoir retranscrite dans cette force que recèle le livre, c'est la capacité d'aller directement à l'essentiel, d'aller au cœur, au centre. L'ouvreur de cœur, c'est ça. C'est ça la magie de Michael. C'est ça que je porte maintenant, je pense, comme témoin, de l'avoir reçu dans ma vie, de l'avoir accompagné, certes, à travers la partie que je décrivais plus tôt, c'était le combat. Mais il y a eu un moment où le combat, j'ai lâché prise du combat. Parce que c'était le combat pour vaincre l'impuissance, pour le sauver. Et il y a un moment, même malgré tous mes soins, il a failli mourir à domicile et j'ai lâché prise. J'ai confié l'hospitalisation à l'hôpital. J'ai lâché prise de mon rôle de sauveur. Et j'ai surtout lâché prise de la plus grande des peurs pour un parent, c'est la peur de perdre son enfant. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le sauver. Lui, il était plus mortel que les autres, mais moi, j'étais mort de peur. Et ça, c'est pas une vie. Pas une vie. Et du coup, toutes les petites peurs qui suivent cette grande peur qui est disparue,
Eh bien, ça a été... Et je touche du marbre. Ça a été quelque chose qui a été une vraie transfiguration pour moi. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la difficulté qu'a Michael de respirer. Et de marcher, on n'en parle pas, il n'a jamais marché. Moi, plusieurs fois par jour, j'ai la conscience et la grâce, je me sais marchant. Je marche. Miracle des miracles. Je respire. Sans appareil respiratoire comme Michael en avait besoin. C'est extraordinaire. On cherche les miracles de midi à 14h, ils sont tout autour de nous. Soleil, vent, froid. Formidable puisqu'on les ressent. On marche, on parle. Michael, il savait la magie de la parole. Il savait qu'il pouvait créer des liens, créer du sens, créer même des mondes imaginaires. J'avais une question par rapport au passage de la mort de Michael. Comment ça s'est passé, cette transition ou ces derniers moments, ces dernières heures, si vous pouvez en parler, bien sûr. Et est-ce que vous en avez appris ce qui... L'air... Je sais pas, j'ai l'impression que c'était électrique, qu'il y avait quelque chose de très spécial qui s'est passé là. Vous avez ressenti des choses? Parlez-nous de cette expérience. La journée de son décès, c'était le 22 septembre 2003. Bon, je ne ferai pas de romantisme. La mort en tant que telle de Michael, c'était brutal, rapide. Sa plus grande peur, c'était de mourir étouffé dans ses sécrétions, et c'est comme ça que c'est arrivé. Ce jour-là, je n'étais pas avec lui. J'ai eu un coup de fil sur mon répondeur pour me dire qu'il était à l'urgence en phase terminale, très accentuée. Donc je me suis précipité calmement. Je savais qu'il allait mourir. Arrivé à l'urgence, j'ai forcé un peu le chemin. On interdit aux parents d'être en salle de traumatologie, mais délicatement, j'ai pris ma place à son chevet. Il était sur une civière. Je me suis mis à sa droite de sa tête. Pour avoir déjà vécu une expérience similaire, moi, enfant, ce qu'on appelle une mort imminente, je sais que dans la... âge en plus, hein? Exact. Dans la mort, vous savez, il y a ce que l'on voit. Et il y a ce que l'on sent. De l'intérieur ou en contact direct. Donc, il n'était pas beau à voir au plan corporel. Je n'irai pas dans ces détails-là. On avait tenté de le réanimer pendant 50 minutes. C'est long. Et avant ça, il y avait eu 3 heures de soins préparatoires. Donc, je savais qu'il était déjà en partance, que j'avais devant moi un corps presque déshabité. Je lui ai simplement donné, si besoin était, en parole, l'autorisation et lui remettre sa liberté. Bien sûr, je lui ai dit, tu sais, Michael, c'est papa, tu peux rester, tu peux partir, mais sache que je suis là. Et à ce moment, qui est une forme aussi de lâcher prise, hein, moi je ressentais, je peux dire que c'est comme une forme de compassion universelle. Richard Cummings était comme enceint dans une sphère qui rayonnait et qui faisait que je ressentais tout ce que les intervenants vivaient à ce moment-là. La panique de l'anesthésiste qui ne savait pas est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue, le déchirement de l'intensiviste qui tournait en rond au fond de l'unité de traumatologie et qui disait bon, est-ce qu'on arrête, on n'arrête pas, etc. L'infirmière qui était la seule à cet endroit-là qui connaissait Michael et qui pleurait toutes ses larmes. Et je regarde l'intensiviste, je la vois, mais ça ne sert à rien, il n'y a plus personne. Et cet état de compassion m'a habité pendant 6 heures. Continuellement, j'ai des photos de moi au chevet de la dépouille de Michael avec un sourire, mais ravi, c'est presque obscène. Bien sûr, ensuite, quand cet état s'est dissipé, il y a eu les émotions bien humaines, la colère, la tristesse et tout ça. Mais ça m'a reconnecté, cette mort de mon enfant, avec une mort que j'ai presque vécue à l'âge de 12 ans. Hein. Vous voyez, oui, le lien père-fils. Mon fils meurt à presque 12 ans, moi j'ai failli mourir à 12 ans. Cette expérience de mort imminente, je ne sais pas si vous voulez que je la décrive, mais je peux simplement vous dire que ça a changé le parcours de l'adolescent que j'étais. J'étais déjà un peu mystique, mais là, ça a vraiment été un accélérateur. Je m'intéressais à tout ce qui existait de littérature, et on est en 1970. Hein. Les livres sur la mort imminente n'existaient pas. Raymond Moody avait
avait écrit La vie après la vie et publié 5 ans plus tard. Donc j'avais aucun endroit au plan culturel ou social où placer cette quasi-mort qui m'avait fait donner à tout le moins, non pas la certitude qu'il y a une survie, mais placer un doute. Comment se fait-il qu'au moment de ma mort, et croyez-moi, c'était très réel, comment se fait-il qu'il n'y avait aucune peur, aucune souffrance, aucune panique, et un état de béatitude, de bienveillance, et surtout, on va parler en termes de radio, c'est plus Richard Cummings, âgé de 12 ans, là, qui contemple sa mort, c'est une conscience témoin. Ah oui, l'observateur. Complète. C'est pas impersonnel au sens d'indifférence, au contraire, c'est une bienveillante indifférence qui commence à baigner cette âme, sortons les grands mots, qui n'est plus localisée dans un corps, et il n'y a aucun drame. Dans cette expérience, j'ai même entendu, ça a été le déclic de cette sortie hors corps, cette phrase qui est tombée, c'est comme une pensée entendue, hein, tu meurs. C'est un constat clinique. Aucun drame. Et puis ensuite, un sentiment que tout ce qui est conscience en moi partait de la base du coccyx et était propulsé dans une sorte d'hyperascenseur par le haut du crâne à travers la colonne. Imaginez une sorte de swish silencieux. Et je est un autre, Rimbaud, je regardais ce corps d'adolescent qui s'en allait. C'est dans une pendaison accidentelle en passant. Et... Une pendaison accidentelle? Tout à fait, oui. C'est quoi ça? Ah, mais là, vous voulez, je suis pris à raconter l'histoire. Ça s'est passé dans un camp ce qu'on appelle ici, je crois, une colonie de vacances, un camp d'été au nord de Montréal. Et les bons pères sulpiciens, chaque année, avaient un thème. On partait, nous les garçons, on passait un mois dans le bois, on avait notre tente, et chaque équipe était affublée d'un titre selon le thème de l'année ou de l'été, en fait. Et cette année, c'était Cowboys indiens. Oui. Alors, du coup, les pères avaient de soucis du réalisme absolu. Donc, dans la salle de jeu, on buvait du scotch, du bourbon à 10 ans, 11 ans. On se tapait des alcools forts. Non, c'était du Kool-Aid. Donc, le Kool-Aid orange, c'était du bourbon, etc. Vous voyez. Et par souci de réalisme, intéressant, la synchronicité de l'ambulance. Là, on est quand même au cœur de Paris. Hein. Vous devez entendre des ambulances, des bateaux, des hélicos peut-être bientôt. Absolument. Mais au cœur de ce souci de réalisme, ils avaient pensé, près de la chapelle, de dresser un nœud coulant entre deux grands sapins sur un mât. Et un midi, je vais faire court, mais je me suis sauvé de la corvée de vaisselle qui se donnait dans le grand réfectoire. Et je me suis promené jusqu'au sous-bois où se tenait la grande corde du nœud coulant. Il y avait deux gamins qui jouaient là. Quand ils m'ont vu approcher, ils ont déguerpi. C'est du cinéma, hein. Il y avait une chaise de bois sous le nœud coulant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient joué avec un pied de biche de façon telle que le siège était endommagé. On est dans l'urgence, hein? Le siège est endommagé. Donc, bien des années avant mon mariage, je me suis mis la corde au cou et le pied a basculé à travers la chaise a basculé et je me suis retrouvé pendu. La vitesse de réaction du corps humain, l'instinct de survie, c'est extraordinaire. Mes mains sont parties comme ça pour empêcher le choc des cervicales broyées et le nœud était bien fonctionnel. Parce que j'avais vu les gamins jouer avant, je croyais que c'était sans danger, mais non, il coulait le nœud, donc j'étais commencé à être strangulé. Vu que j'avais donné un élan, mon corps se balançait. Et je criais, je suis sûr de toute ma voix, à plein poumon. De toute évidence, personne ne m'entendait, tout le monde était à l'intérieur du bâtiment, très loin. J'ai vu un homme traverser à 50 mètres à peu près un parking. Et là, c'était mon dernier espoir. Donc, tout en moi, déjà, j'avais un peu la conscience, beaucoup le regard empourpré, vous savez, c'est... Je criais, et cet homme, de toute évidence, ne m'entendait pas. Il est disparu de mon champ de vision, et c'est là que j'ai entendu cette pensée, tu meurs. Et le phénomène que je vous ai décrit s'est enclenché, ce swish, cet hyper-ascenseur dans la colonne vertébrale, cette expulsion de ce qui est conscience en moi, et la sortie hors corps, et de regarder ça, et surtout...
d'entrer dans une bande de fréquences tellement élargie qui m'a changé beaucoup. Vous aviez pu en parler tout de suite après cet incident, cet accident? Il y avait du monde autour de vous? Comment ça se passe? Ou après, la mémoire est venue et ensuite vous avez parlé avec d'autres et vous avez commencé, l'histoire a commencé à se former. Comment c'est resté en fait dans votre mémoire et comment ça a changé ou évolué aussi? On n'oublie pas ça, hein? C'est imprimé en moi. D'ailleurs, j'ai appris il y a 10 ans à peine, ça fait quand même, je fais le calcul rapide, là, 42 ans que j'ai vécu ça. Il y a 10 ans, j'ai appris qu'on pouvait revisiter l'expérience et recontacter la même bande de fréquences. Cette conscience élargie, depuis que j'ai pu trouver cette passerelle de connexion, bien, elle est naturelle pour moi maintenant. Alors, je réponds peut-être pas à la question. Sur le moment, vous apportez quelque chose d'intéressant, oui. Un peu plus? Sur le moment, il y a quelqu'un qui a entendu mes borg-boring pour finir la description de l'épisode. Quelqu'un qui dormait dans sa tente dans le sous-bois et donc m'a saisi les jambes. Et là, j'ai perdu conscience. C'est intéressant, hein? Pendant la mort imminente, j'étais dans une hyper-conscience. Lorsqu'on me sauve la vie, je perds conscience. Je pense que les bons pères croyaient que j'avais fait une tentative de suicide, ce qui n'était pas le cas, même pas inconscient. Mon frère aîné, il faut dire, était décédé 2 mois plus tôt. Donc, ils auraient pu croire que c'était une tentative d'aller le rejoindre, mais vraiment pas. J'étais tout à fait honnête avec moi des années plus tard. Le sens de cette expérience de mort imminente ne m'est venu que lorsque Michael est né, lorsque on m'a donné le pronostic qui serait très mortel, et j'ai compris que la vie m'avait donné une expérience en tant qu'enfant, moi enfant, de mort, pour comprendre que dans la mort, c'est pas le drame absolu. Même mort, on vit encore. Et c'est ça qui m'a permis d'accompagner Michael sans sombrer dans le drame, dans la tragédie, jusqu'à sa mort, puisque je l'ai décrit tout à l'heure, hein, ça a été vraiment une expérience d'ouverture de conscience extraordinaire. Si le Dalai Lama m'a parlé un jour de la compassion, je sais ce que c'est, au du moins pour quelques heures, la compassion universelle. C'est notre état de grâce naturelle, si l'on veut. C'est ce que j'ai vécu grâce à la mort de Michael. Est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qu'on vit dans notre vie, on est équipé pour le vivre, sinon on n'aurait pas ces expériences-là? Je ne vais parler que pour moi, parce que je ne vais pas être un donneur de leçons, ce que je ne suis pas. Mais dans mon cas, tout fait sens. Oui, Michael m'a été donné comme un catalyseur, vous savez. Un catalyseur, ça rentre dans une solution. Dans ce cas-là, ça rentre dans une vie. Ça crée une réaction, puis ensuite, quand ça fait son boulot, ça s'en va. Donc, Michael m'a été donné pour que je le redonne. C'est dur quand même comme leçon. Oui, c'était une épreuve, oui. Ça a été difficile. J'ai écrit un petit mot que j'ai mis dans sa tombe. C'était une difficile mais une magnifique histoire, une grande aventure d'amour. Transformer veut dire tout simplement ça, hein. Ça veut dire, la vie vous donne une forme indésirée. Parfois, c'est un ongle incarné, hein. C'est une grande épreuve. À 15 ans, vous ne pouvez pas marcher. Il n'y a pas de petite épreuve, voyez-vous. Tout est dans la façon de transformer ce qui nous est donné. Une forme nous est donnée. Dans ce cas-là, je disais au départ, Michael, c'était un cadeau mal emballé, hein. Enfant handicapé physique, pas marcher, courte espérance de vie. Et où il est le vrai cadeau? Mais le cadeau, c'est d'avoir ouvert véritablement et complètement ce cœur qui, puisque je suis un communicateur de l'essentiel, bien, ça a un effet papillon. Ça permet d'ouvrir le cœur des gens, soit qui entendent ce témoignage, soit vont lire le livre, voire même le vidéo de Michael sur YouTube. Je suis devenu un passeur. Parce que quand on est dans l'épreuve, vous voyez, c'est un peu comme ici, hein? Quand on est dans l'épreuve, il y a une berge. On pense se jeter à l'eau, on pense couler, on pense crever dans une épreuve de cette taille-là. Et moi, ce qui m'a sauvé la vie, ça a été de faire ça. Me laisser traverser par une épreuve, ne pas résister à la souffrance, être radicalement honnête. Hein? Je ne fais pas de la pensée positive, hein? Vous me suivez? Ouais. Ça fait mal, je crie, je souffre, je me raconte pas d'histoire, je souffre. Honnêteté radicale, premier jalon de la transformation. Et petite conjonction d'inclusion. Et à force de se laisser traverser, ne pas résister à la souffrance, parce que quand on résiste, on fait ça. C'est ça, on bloque toute énergie, toute solution, tout. C'est une seconde souffrance, c'est l'enfermement, hein, c'est l'enfermement.
me laisser traverser, eh bien, un jour, une amie, une invitée de mon émission, Annick de Souzenel, me dit « Tu sais, Richard, à force de se laisser traverser par une épreuve, on la traverse et on se retrouve de l'autre côté, sur l'autre rive. Et on dit aux gens, voilà, on peut survivre à la mort d'un enfant, on peut survivre à quoi que ce soit. Chaque chemin est unique, mais il existe une autre rive. » Et on peut vivre heureux, hein. Vous paraissez être un homme qui jouit de la vie. Complètement. Ah non, non, je suis pas heureux, moi je suis bien heureux. Il y a des gens... Au Québec, c'est québécois ça comme expression, non? Je sais te louper un petit truc là. Je sais pas, mais je suis vraiment... c'est pas tous les jours hop la vie. Mais tous les jours, j'ai le choix de repérer si j'ai des peurs. J'ai encore des peurs, bien sûr. Ah, tiens, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. On appelle ça des craintes, on appelle ça des soucis, mais ça, c'est des petits visages de déguisement pour la peur. Ce sont des peurs. Et quand j'ai repéré une peur, je me dis toujours, ah non, 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 non. C'est pas toi qui vas décider à ma place la peur. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Qu'est-ce que j'ai envie? Hein? Envie. Qu'est-ce qui me met en vie? Et je le fais. C'est toujours l'élan, la joie et l'envie qui a le mot final pour choisir la façon que je vais orienter cette journée, cette semaine ou cette année. Et vous vous trouvez moins conditionnel? Ça sera à mes proches de le dire. Mais oui, plus humain, plus simple d'accès. Moi, les trucs de transcendance, c'était facile dans mon... Moi, j'étais très doué pour être ailleurs. J'ai appris à être ici et maintenant. Et vous voyez le geste à l'horizontale avec les gens, c'est-à-dire communication de cœur à cœur, d'égal. Et oui, je m'émerveille plusieurs fois par jour. Donc sur ce plan-là, plutôt que ce plan-là? Ça, c'est toujours ouvert. Donc, quand ça descend comme ça peut aider à nourrir les gens comme ça. Vous comprenez? Très bien. Donc l'inspiration, l'infini... Il y a une jolie phrase ici d'un auteur français, Villiers de l'île Adam. L'infini est central partout. Mais écoutez, ça vaut tous les mantras d'Asie, hein? Ça vaut tous les sutras, Om Mani Padme Hum. Promenez-vous en ce moment, promenez-vous plus tard après avoir écouté cet entretien. Et puis, pensez à quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un copain, une copine, n'importe quoi. Branchez-vous sur un état qui vous fait du bien et répétez cette phrase dans votre tête et voyez ce qui va se créer comme état. C'est une amplification. L'infini est central partout. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas en vous? Pourquoi pas autour de vous? Hein, c'est magnifique. Pour moi, j'appelle même ça le royaume des siens. Et on a connu... C'est votre prochain livre, hein, c'est ce que je disais. Je crois. Mais voyez-vous, j'ai les cheveux un peu blancs. Donc, il y a une certaine époque, des gens de mon âge, dans la vingtaine, c'était à la mode d'aller sur les chemins de Katmandou, d'aller se trouver un gourou le plus exotique, puis de se trouver... vous savez, on changeait, j'appelais ça des noms de jeunes filles, on changeait son nom de jeune fille, on devenait Swami, machin bulle. Et c'était l'exotisme de la spiritualité venue d'ailleurs. Hein? La robe safran d'un moine tibétain, on pouvait se prosterner, mais on ne voulait rien savoir des soutanes catho. C'était une simple transposition. C'était le goût de l'exotisme. Très bien. J'en ai fait partie. Mais maintenant, en 2012, si la spiritualité ne se vit pas au quotidien, dans nos relations avec nos proches, dans les petits gestes, j'appelle ça les petits gestes qui font la vie, et avec nos proches, c'est ça le royaume des siens, pas dans un ailleurs, pas dans un trip, eh bien ça sert à rien. Ce sont des mots. La spiritualité, c'est insuffler un souffle de vie dans tous nos gestes quotidiens, avec les gens, là où ils sont, pour leur amener un petit bonheur de plus. Magnifique. Bon, en tout cas, vous savez transmettre le bonheur, c'est sûr. Hein. Merci pour ce délicieux moment, Richard. Merci beaucoup, Lilou, de cet accueil spontané. Et si j'ai appris à transmettre ce bonheur, c'est parce que j'ai eu un ouvreur de cœur, un ouvreur de bonheur, Michael, mon fils. Qui est le titre de votre livre, Michael, mon fils, si vous voulez en lire plus. Aux éditions de l'Homme. Et je vais finir avec une jolie citation qui m'a faite. Vous savez, Cervantes disait toujours « Un artiste est le fils de ses œuvres ». En voulant dire, quand on crée quelque chose, on est enfanté par ses créations. Hein? On est fils de ses œuvres quand on est artiste. Moi, je suis beaucoup l'œuvre de mon fils. Magnifique. Merci, merci, merci de partager cette merveilleuse interview, ce merveilleux témoignage autour de vous, à vos proches. Merci. Merci Richard. Au revoir. Gros bisous de Paris.